Bonjour Mélodie. Bonjour Maïlis. Bienvenue sur le compte de ressources primordiales. Aujourd'hui, on reçoit Mélodie Lopez, qui a accepté notre invitation pour parler d'un livre de ressources primordiales avec lequel elle a travaillé, elle a œuvré et elle va nous raconter un peu son parcours. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler avec nous aujourd'hui du livre donc, qui s'appelle « Je bouge donc j'apprends ». Un livre de Brenda O'Hara, donc qu'on va décortiquer un petit peu ensemble au travers de la pratique de Mélodie. Donc Mélodie, elle est enseignante, entre autres, mais aussi enseignante dans le Var. Et elle est également autrice du livre La colère de Paul, qui est paru aux éditions Tot. Et on est super content de la recevoir aujourd'hui pour parler avec nous du mouvement et du livre de Brenda O'Hara. Mélodie, elle a été ingénieure pendant 10 ans et puis a fait une reconversion professionnelle. Et depuis 2017, elle est enseignante et a monté une association de soutien à la parentalité dans lequel le mouvement trouve sa place, le yoga, les réflexes archaïques, mais aussi le soutien à la parentalité en tant que tel. C'est une mine de connaissances, d'informations et surtout, elle a plein de choses à nous partager. Donc, elle a choisi, c'est Mélodie qui a choisi ce livre, de nous parler de « Je bouge, donc j'apprends ». Elle a fait des choses super dans sa classe avec ses élèves de maternelle. Elle va nous en parler. Et bienvenue et merci vraiment de nous rejoindre pour nous parler de ce livre. Alors, pourquoi tu as choisi, Mélodie, de nous parler plus précisément? Parce que je sais que tu connais pas mal des livres de la maison d'édition. Pourquoi tu as choisi en particulier Je bouge, donc j'apprends pour échanger avec nous aujourd'hui? Déjà, merci de m'avoir proposé cet échange. Je suis contente de pouvoir partager avec vous justement mes expérimentations autour de ce livre. Moi, j'ai découvert ce livre au cours d'un module de formation que j'ai fait avec Paul et Ludivine, donc dans le cadre de ma formation des réflexes avec l'IMP, où il nous avait partagé quelques activités qui sont présentes dans le bouquin. Et justement, je l'avais trouvé hyper pratique parce que dans le livre, on a les chansons qui sont fournies, on a aussi vraiment tout le déroulé des petites activités et ça permet de remettre du mouvement. Donc auprès des enfants, c'est quelque chose qui leur parle parce qu'on a vraiment la recette idéale, toutes ces petites chansons que les enfants adorent. Surtout, moi, j'ai essentiellement enseigné en maternelle, donc avec des enfants de 3 à 6 ans. Et c'est vrai que en maternelle, les comptines, ça ponctue vraiment toute la journée. Donc déjà, ça me parlait. Et puis, le fait de pouvoir remettre du mouvement au travers de jeux, parce que c'est vraiment une approche hyper ludique. Donc voilà, c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'exploiter ce livre. Et puis, tu vois, d'un point de vue pratique, j'ai pu télécharger toutes les chansons qui sont disponibles dans le livre dans mon téléphone. Donc ça me permet en classe, tu vois, d'avoir mon téléphone et après juste avec une petite enceinte Bluetooth finalement, à n'importe quel moment, hop là, s'il y a besoin justement de mobiliser les enfants, je peux dégainer mon matériel hyper rapidement et puis entrer dans ce mouvement. Donc je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment très accessible et apprécié par les enfants, quoi. Oui, c'est ça. En fait, donc c'est un livre, c'est un livre, hein. Vous avez dedans les comptines, mais surtout, le plus, et c'est ce que tu partages, c'est qu'il y a tous les audios en bonus qui sont enregistrés dedans. Et c'est vrai que on n'a pas forcément le rythme dans la peau. Enfin, il y a des choses qui sont plus facilement transmises si la chanson est d'ores et déjà dans le téléphone et enregistrée. Et pour contextualiser un petit peu, Brendan O'Hara, c'est un Australien qui s'est formé au Brain Gym et au réflexe archaïque, justement, et qui trouvait super le côté ludique avec des bases de psychomotricité, comment rendre ludique finalement le mouvement pour apporter aux enfants la psychomotricité, mais tout en faisant en sorte qu'ils s'amusent et que ce soit rigolo pour eux. Donc c'est vrai qu'on t'imagine bien là dans ta classe avec ton portable et ta petite enceinte Bluetooth débarquer pour que ça parte en mouvement, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup vraiment de passer au mouvement dans quel moment précis de ta journée de professeur des écoles, tu utilises cet outil-là, toi? Tu vois, quand on observe un enfant libre, on va dire, qui n'est pas dans ce contexte scolaire, si on l'observe à l'extérieur, je sais pas, dans une forêt par exemple, c'est quand même assez rare de voir un enfant, en tout cas un jeune enfant, s'asseoir
et ne rien faire, tu vois. Ça semble pas hyper naturel. Ils vont avoir tendance à vouloir courir. Souvent, ils se déplacent même plus en courant qu'en marchant, à ramasser plein de petites choses qu'ils peuvent trouver au sol, à vouloir grimper aux arbres, à s'amuser avec un bâton. Enfin, ils sont vraiment dans le mouvement. Et puis, nous, quand on est à l'école, quand même, il y a cette injonction de on s'assoit pour apprendre. Et donc, tu vois, même en maternelle, il y a des temps de regroupement où les enfants, ils sont assis sur le banc et puis l'enseignant va soit chanter une comptine, soit lire un livre, soit expliquer des consignes. Et donc, pendant ce temps-là, les enfants sont statiques. Sauf que ça ne répond pas forcément à un de leurs besoins primaires. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai eu envie dès l'entrée dans la classe, d'introduire du mouvement pour remettre un peu tous les enfants sur un même pied d'égalité par rapport à ça. Parce que entre un enfant qui a été chez lui, qui s'est assis sur le canapé, qui a pris son petit déjeuner, qui a peut-être regardé la télé en mangeant son petit déjeuner, puis après on l'a pris, on l'a assis dans son siège auto, on l'a attaché, il s'est garé juste devant l'école. Finalement, combien de pas il a fait avant d'arriver dans ma classe, tu vois? Très, très peu. Et puis un autre enfant qui habite un peu plus loin et qui lui vient à vélo ou vient à pied, on voit que déjà en termes de mobilisation, ils sont pas sur le même pied d'égalité. Or, ils vont avoir ce même besoin vraiment primaire de mouvement. Donc, je ne trouvais pas ça très, très juste finalement d'arriver et d'imposer à tous les enfants de s'asseoir pour m'écouter alors que ce n'était pas leur besoin. Et d'ailleurs, des fois, même si on est pressé, souvent, il y a cette pression du temps qui fait qu'il faut qu'à 8h45, on commence le regroupement parce qu'après, on a un planning chargé pour dérouler les ateliers. Et en fait, on perd plus de temps et d'énergie à essayer de faire en sorte que tout le monde s'assoie sur le banc, qu'il y ait le calme, alors que de prendre 5 minutes, hop, où tous les enfants vont être en mouvement, mobilisés, on met une comptine et puis on commence à faire des mouvements et on est tous ensemble à partager du coup ce mouvement-là. Après, c'est beaucoup plus facile d'avoir leur attention, de les centrer. Et en plus d'avoir partagé quelque chose, donc au niveau coopératif, c'est intéressant. Mais déjà, ça vient mobiliser leur corps. Et en mobilisant leur corps, finalement, on va rendre leur cerveau plus disponible pour être attentif ensuite. Donc, tu vois, en fait, quand je commence une journée avec mes élèves, ça commence déjà en mouvement. Super intéressant ce que tu partages parce que c'est plutôt l'inverse, l'idée, préconçue, c'est que si on les met en mouvement, et notamment dès le début parce que là tu partages que c'est dès le début de la journée, Ouais. on se dit: «Mais alors si je les mets en mouvement tout de suite, ça va être, exponentiel». Ils vont, prendre possession des lieux, ils vont courir, sauter partout. Finalement, c'est pas ce que tu observes toi dans ta classe lorsque tu mets ça en place? Oui, alors là, la particularité, c'est effectivement, je le fais dans ma classe. Donc, il y a quand même un environnement, un espace qui est assez restreint. Donc, tu vois, naturellement, ils vont avoir moins tendance à vouloir courir partout parce que l'espace ne s'y prête pas. Et puis, souvent, moi, j'avais des gros carreaux dans ma classe, du carrelage. Et en fait, je leur disais que leur espace était un carreau. Donc, ils avaient le droit de bouger, mais à l'intérieur du carreau, tu vois. Donc, ça permet aussi de canaliser un peu cette énergie-là. On peut être en mouvement, faire plein d'activités et tout, être mobile, mais dans un espace qui va être restreint justement pour éviter que ça parte dans tous les sens, parce que ça peut faire peur et qu'effectivement, tu vois, quand tu as des enfants qui ont entre 3 et 6 ans et tu leur proposes de bouger, si il n'y a pas des règles quand même qui sont fixées à la base, ça part dans tous les sens. Là, on apprend justement à connaître son espace, à savoir qu'on va pouvoir se mobiliser, mais dans un espace qui est restreint. Donc, ça limite aussi la pagaille, quoi. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut que ce soit quand même contextualisé. C'est Mm. pas, on se met partout où on veut, on bouge un peu dans tous les sens, on contextualise, on met, on borne un petit peu le projet d'entrer en mouvement, mais avec, un certain cadre minimum quand même pour que ça soit et sécure pour, l'enseignant ou le parent qui voudrait s'y mettre, et puis pour l'enfant qu'il sache aussi, jusqu'où il a le droit, où il peut aller. C'est ce que tu nous Et partages. oui, exactement, parce que tu imagines bien que 28 enfants dans une salle de classe, ça peut vite devenir ingérable si tu n'as pas au préalable établi des règles. Donc, bien sûr que c'est progressif aussi. Là, je te parle, j'arrive en début d'année, je ne vais pas arriver, envoyer la chanson et puis bim, on fait n'importe quoi. Non, on va d'abord l'écouter, on montre les mouvements. Il y a un enfant qui peut venir montrer les mouvements pour les autres. On apprend tout ça. Il y a différentes étapes quand même par lesquelles on passe. Où tu vois, dans le livre, par exemple, il y a aussi des propositions avec des sacs de grains. Donc là, c'est pareil, quand tu donnes un nouvel objet à un enfant, forcément, au départ, il a besoin d'explorer. Donc si tu dis à l'enfant, tu as un sac de grains, tu fais ça avec,
il va pas t'écouter à ce moment-là. Tu vois, il va avoir besoin. Moi, j'ai des petits sacs de grains qui sont comme ça. On va l'explorer ensemble. On va le toucher, on va le sentir, on va l'écouter. On va faire le tour avec notre doigt. On va dire quelle forme c'est, quelle couleur. Puis une fois qu'ils ont vraiment fait le tour de l'objet, alors là, tu peux l'utiliser pour faire ton activité motrice, tu vois. Mais voilà, il y a ce temps d'apprentissage qui est nécessaire quand même, surtout avec les tout petits. C'est ça, un cheminement. Mmh. Ça prend un certain temps de cheminer ensemble sur ce mouvement, sur ces objets. Et tu disais, tu as exprimé, tu as dit le mot disponible. Après ces mouvements, toi, tu constates du coup que les enfants sont plus disponibles alors qu'on pourrait imaginer l'inverse finalement, qu'ils ont bougé, ils ont chanté. Du coup, ils sont plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'excitation. Non, ce que toi, tu constates, c'est qu'ils sont plus disponibles à l'issue de ces séances, de ces parenthèses de mouvement en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait ritualisé en classe où on se mettait en mouvement. Après, les enfants, ils allaient boire un verre d'eau et puis ensuite, on venait s'asseoir et puis on pouvait commencer à rentrer dans des activités voilà, un peu plus scolaires où là, ça requiert plus d'attention de leur part. Et effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas excités après, ou alors s'il y a une phase d'excitation, on va la faire redescendre en remettant une petite chanson qui va être calme et on l'écoute ensemble. Mais j'ai très rarement vécu des situations où c'était pire après qu'avant. Au contraire, vraiment, on observe même pour des enfants qui ont tendance à beaucoup bouger, qui ont du mal à rester assis sur leur chaise, on voit que le fait d'avoir rempli ce besoin-là, leur corps, finalement, il va être plus disposé à se poser, justement, pour laisser place voilà, à des activités plus cognitives ensuite, vraiment, et c'est ce que j'ai pu observer. Et tu vois, avec à la fois des élèves de maternelle et à la fois quand je suis intervenue dans les classes de mes collègues qui avaient des élèves un peu plus grands, quoi, donc de CE2, CM1, CM2, c'est ce qu'on a observé même chez les plus grands. Oui, en fait, c'est ce qu'on entend, c'est que c'est un besoin finalement, ce besoin de bouger est un besoin fondamental, chez l'humain, encore peut-être plus chez les enfants qui sont dans cette phase de construction et de développement et que le fait de leur donner, accès à ça favorise bien plus que le fait de les restreindre en leur demandant de rester assis à t'écouter dès le matin et ça leur donne accès. Ça ce que tu partageais me faisait penser un peu à la boule à neige, tu sais? La boule à neige, on va la secouer, il y en a partout et puis quand tu la poses, ça laisse de l'espace et ça permet que ce soit disponible. Enfin, c'est l'image qui m'est venue quand tu as partagé ça. Ce sentiment qu'ensuite, bah, ça repose, ça retombe et du coup, on a de l'espace et on est disponible pour les apprentissages du coup. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est une belle image, effectivement. Ça correspond à ce qu'on peut observer en classe. C'est super. Et comment ils ont réagi, les élèves dans ta classe à cette proposition-là? Comment ça les a emballés immédiatement? Ils ont, pour certains, été un peu décontenancés justement qu'il n'y ait pas ce besoin de rassemblement plus calme, j'ai envie de dire, même si le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté. Mais ils ont réagi comment? Ça leur a plu? Ils en redemandent? Comment ça se passe? Bon, après, l'avantage, moi, j'ai des maternelles. Donc, tu vois, à partir du moment où tu mets du jeu dedans, ils sont partants pour tout. Tu vois, avec des CM2, il faudra vraiment commencer par l'explication rationnelle, le pourquoi tu fais ça. Là, ouais, les maternelles, ils ont un enthousiasme qui fait que tu leur mets de la musique et tu leur proposes de bouger, ils y vont. Cependant, quand même, pour donner du sens à cette activité, en préambule, vraiment, donc en tout début d'année, je leur avais lu un petit livre qui s'appelle L'attention, où justement, on découvre qu'est-ce que c'est l'attention. Et puis aussi, on avait fait un petit brainstorming avec les enfants, savoir ce que c'est l'attention, justement, parce que attention, ça peut faire penser, bah, il y a un danger, je m'arrête. Donc attention, concentration, qu'est-ce que c'est? Donc c'était intéressant de voir un petit peu pour les enfants déjà, bah, à quoi ça sert finalement d'être concentré. Donc pour essayer de contextualiser un petit peu les activités motrices qu'on fait ensuite dans cet objectif-là. Donc voilà, il y avait un petit travail de lecture et d'échange sur cette notion-là. Et puis ensuite, je leur ai expliqué que pour nous aider justement à être bien concentrés, on allait faire des activités où on allait écouter de la musique et en même temps bouger, mais en suivant des mouvements bien définis. C'est-à-dire que c'est pas juste on met de la musique et on danse librement. Il y a vraiment voilà, tout un enchaînement de mouvements qui est proposé aux enfants.
et qui va permettre de travailler avec eux sans qu'ils s'en rendent compte finalement, tout ce qui est la latéralité, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées qui vont justement solliciter l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Donc vraiment, ça fait de la capacité à faire maturer ce corps calleux qui fait la connexion entre les deux hémisphères. Et tu vois, chez les jeunes enfants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore bien acquis, la latéralité, et ça les aide énormément. Donc voilà, on parle de tout ça, de à quoi ça sert et pourquoi on fait ça. Donc il y a vraiment un tout, quoi. C'est pas juste on met de la musique et on danse, quoi. C'est plus que ça. Et les enfants en ont conscience. Et c'est super ce que tu partages parce qu'il y a quand même un apport, enfin pour eux, il y a quand même une conscience qu'on fait ça et pour le plaisir et c'est ludique, mais il y a un objectif quand même final, un objectif derrière d'apprentissage quel qu'il soit. Donc ça donne un tout, un contexte assez précis à tout ça. Et toi, puisqu'avant tu n'utilisais pas cette pratique-là en tant qu'enseignante et puis que tu étais mise à cette pratique-là, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as pu vraiment observer ou qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que professeur des écoles de faire cette transition et est-ce que finalement ce choix fait que tu te dis je continuerai à procéder comme ça ou voilà, qu'est-ce qui c'est ouais, l'observation de cet avant-après finalement. Oui. Ben moi, mon premier jour d'enseignante, c'était dans une classe de petits, moyens, grands. Et je me suis retrouvée dans cette classe en me disant oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je sortais, tu vois, comme tu l'as dit, de 10 ans de travail d'ingénieur, donc derrière mon ordi, à travailler qu'avec des adultes, tranquille, quoi. Et d'un seul coup, catapulté avec une classe, je crois que j'avais 26 élèves à l'époque, d'enfants. En plus, les petites sections, quand ils font leur rentrée, ils n'ont encore aucune notion de voilà, ce que c'est l'école, les règles qu'il peut y avoir dans une classe. Enfin, c'est vraiment freestyle complet. Et je me souviens de l'énergie de dingue que je déployais pour juste capter leur attention. Donc, heureusement, j'étais formée en communication gestuelle associée à la parole. Donc, j'avais quand même dans mon bagage pas mal de petites comptines signées. Et c'est ce qui m'a beaucoup sauvée justement pour mes premiers jours d'enseignante. Mais c'était quand même pas suffisant. Je voyais bien qu'il manquait quelque chose et que ça me demandait vraiment énormément d'énergie pour arriver à avoir leur attention, arriver à les canaliser quoi, pour faire quelque chose et pour leur enseigner des compétences. Et donc, petit à petit, je me suis formée au réflexe archaïque et puis après, donc, avec cette approche. Et c'est vrai que j'ai pu observer, même dans ma pratique d'enseignante, des enfants, tu vois, au niveau de la tenue du stylo, au niveau de comment ils se tenaient sur leur chaise, au niveau de ce besoin de soit de se balancer, soit d'avoir les deux pieds sous les fesses, etc. Et du coup, ça m'a donné plein de billes, finalement, à la fois pour les accompagner dans toutes ces compétences-là qui vont être plus scolaires pour apprendre à écrire, etc., mais aussi sur la concentration. Enfin, ça m'a délesté d'un poids et puis surtout ça m'a apporté vraiment beaucoup de joie en fait d'avoir tous ces petits outils ludiques, de les mettre en pratique avec eux, d'apprendre avec eux parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui sont proposées dans le livre. Donc il fallait que je m'entraîne à la maison aussi, je m'entraînais avec mes enfants pour être au point devant mes élèves. Mais du coup voilà, ça m'a apporté vraiment de la joie et de me rendre compte aussi de l'impact positif que ça avait sur les enfants et même des enfants tu vois qui avaient été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique donc qui sont des fois difficiles à faire rentrer dans les activités. En fait, la musique, et aussi l'avantage, c'est que dans la bande son, là, c'est vraiment Brendan O'Hara qui chante, et il a une voix grave et il parle anglais. Et ça, c'était vraiment un plus aussi, je me suis rendu compte, parce que c'est vrai qu'en maternelle, ils évoluent quand même dans un univers très féminin. Enfin, tu vois, la plupart des enseignants sont des enseignantes, la plupart des ATSEM sont des femmes. Et le fait d'apporter cette touche masculine aussi, des fois, ça venait capter leur attention, juste de lancer ça, cette voix grave. Donc, non, c'est vraiment un gros plus. Et tu vois, du coup, j'ai beaucoup partagé avec mes collègues. Et d'ailleurs, je suis intervenue dans leur classe. Et oui, ça apporte un peu de légèreté. Et tu te sens aussi capable de transmettre à tes élèves aussi des outils concrets pour leur montrer qu'ils ont les ressources en eux pour arriver à se concentrer, qui est tout un processus d'apprentissage, bien sûr. Tu vois, nous, on voit énormément la différence entre le mois de septembre et le mois de juin, les progrès que font les enfants quand on le fait régulièrement. Mais tu vois, plutôt que de dire à l'enfant, concentre-toi, sois attentif, oui, d'accord, mais comment je fais? Là, vraiment, tu leur donnes des outils concrets qu'ils peuvent utiliser ensuite toute leur vie. Tu vois, savoir que, OK, si je me mobilise, là, ce sera plus facile pour moi de tenir pendant une réunion de 2 heures. Donc, ouais, voilà ce que ça a apporté.
C'est pas rien, merci beaucoup de le dire parce que c'est pas rien. Là, ce que tu partages, c'est vraiment d'offrir des outils que les enfants pourront conserver tout au long de leur vie merci. Moi, j'aurais bien aimé, avoir une enseignante, qui me permette de comprendre ça parce que je l'ai compris très, très, très tard, donc ça aurait été super justement, puisque tu es intervenue dans les classes d'autres, enseignants, comment c'est accueilli ça à la base quand toi tu te dis: «Bah, pendant que vous faites le temps de rassemblement, moi j'ai changé de stratégie et je mets en place le mouvement». C'est accueilli comment par les autres, par les collègues, par les autres enseignants d'une manière générale? Oui, tu peux avoir des réactions vraiment très variées. Tu vois, tu as des enseignants qui sont très ouverts à ça et qui sont en demande et à la recherche d'outils nouveaux pour accompagner leurs élèves parce que quand même, de plus en plus, les enseignants sont confrontés à cette problématique et même les enseignantes qui travaillent depuis longtemps dans ce domaine-là le disent. C'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention des enfants. Ils ont du mal à se concentrer plus longtemps. Donc, la plupart de mes collègues étaient quand même hyper curieuses et avides d'apprendre et de pouvoir partager à leur tour avec leurs élèves. Et tu vois, c'est pas forcément une question d'âge parce que j'ai des collègues enseignantes qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont adopté ça dans leur classe et tu vois, qui font ça en rituel même avec une classe de CM2 qui commence leur journée en mettant leurs élèves de CM2 en mouvement. Et après, j'ai d'autres collègues qui sont un peu plus sceptiques, un peu plus réticentes et qui ont ces peurs, en fait, comme tu disais au début, de le fait d'introduire du mouvement, ça va être à la cacophonie, ça va être tu vois, difficile de maintenir l'attention. Donc, voilà, il y a un peu les deux points de vue qui existent. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que les enseignantes qui ont expérimenté ça, bah, elles continuent de l'expérimenter dans leur classe, tu vois, et elles voient qu'elles en tirent des bénéfices. Donc, des fois, voilà, en septembre, quand même, il y a des fois où on galère un peu, où tu t'imagines une séquence et ça se passe pas tout à fait comme tu voudrais. Et puis, quand tu vois en juin les progrès qu'ils ont fait, bah là, ça peut motiver justement des collègues qui étaient un peu sceptiques au départ. Donc, je pense qu'il faut quand même expérimenter. Oui, il faut expérimenter, approfondir un peu, et le mettre en pratique parce que finalement, c'est un peu comme tout au départ, on voit ça et en tout cas quand on t'écoute, on a hyper envie, je suis pas enseignante, mais si je l'étais, je pense que j'aurais hyper envie d'essayer, dès lundi, cette nouvelle stratégie. Mais c'est sûr que comme tout, j'imagine, ça demande un petit peu d'investissement et d'apprentissage au Mm. départ et d'expérimentation, face à eux, face à toi, à toi-même aussi dans ta pratique et justement, est-ce que tu penses, qu'il faut être formé à quelque chose en particulier pour mettre ça en place quand on est, enseignant ou quand on intervient auprès des enfants? Est-ce que ça a est-ce que c'est une obligation de se former un minimum ou est-ce que, par exemple, juste avec, je bouge donc j'apprends, il y a déjà suffisamment de matière pour, le mettre en place directement dans la classe? Après, c'est sûr que moi, le déclencheur, ça a été de le vivre moi en tant qu'adulte, tu vois, sous la supervision de Paul et Ludivine. Forcément, ça m'a donné une impulsion supplémentaire parce que j'ai vécu les activités, ça m'a parlé, ça m'a plu, je me suis sentie bien après, donc j'ai eu envie de le partager avec mes élèves. Néanmoins, dans le livre, il y a toutes les ressources pour prendre le livre et s'y mettre. Ça veut dire qu'il faut quand même s'entraîner un petit peu à la maison parce qu'il y a des activités qui sont pas évidentes. Je pense à archer dans le vent. Moi, je me suis entraînée plusieurs fois avant d'arriver à vraiment maîtriser les mouvements parce que voilà, il y a cette question de latéralité qui est pas toujours évidente. Mais dans le livre, on a donc la bande son qu'on peut télécharger. Tu vois, moi, je l'ai mis sur mon téléphone d'un point de vue pratique. On peut trouver des vidéos aussi, de démonstrations. Justement, il y a Paul et Ludivine qui se mettent en scène et qui font toutes ces activités-là. Donc, ça nous permet d'avoir des petits tutos aussi pour s'appuyer dessus. Il y a les paroles. Donc, la plupart des chansons, elles sont en anglais, mais dans le livre, on propose aussi une traduction en français. Après, moi, j'ai pris le parti de garder la version originale parce que voilà, j'aimais bien le fait d'introduire un peu d'anglais aussi auprès des enfants. Mais si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut tout à fait adapter les paroles et le faire en français. Donc, le livre, il se suffit à lui-même à condition de s'entraîner un petit peu avant. Parce que c'est sûr que si on est devant nos élèves, mais après, c'est comme plein d'activités. Quand on prépare des séances avec nos élèves, il y a des choses, on sait, où il faut qu'on le fasse en amont parce que, tu vois, notamment en motricité, si on ne maîtrise pas la règle du jeu ou quoi, les enfants, ils ne vont pas attendre 3 heures qu'on trouve les bons mots, quoi. Faut qu'on aille droit au but. Donc, voilà, à condition de s'entraîner un petit peu en amont à la maison. Moi, je l'avais fait avec mes enfants, donc ils étaient ravis de pouvoir s'entraîner avec moi. Non, dans le livre, il suffit pour commencer, tout à fait.
C'est d'ailleurs très, très drôle parce que moi, ce que j'ai pu remarquer, pour ma part, c'est que justement pas mal d'enseignants, quand on leur donne des sacs de grains ou qu'on leur propose de rentrer dans ces mouvements-là, finalement, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ça leur ferait pas de mal. Enfin, c'est ce que tu dis, tu l'as vécu, c'était expérientiel aussi pour toi. On est persuadé, parfois d'avoir accès à plein de choses et finalement, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu viens de partager, c'est le côté, ça va servir, pour les enfants, ça c'est sûr, mais ça va servir aussi pour les adultes qu'on est et qui, bah, pour certains, n'ont pas assez bougé à certains moments de leur vie. Enfin, ça, c'est pas le sujet, mais en tout cas, qui vont peut-être aussi permettre de nouveaux apprentissages, pardon, aussi pour les adultes. Et le fait de voir un enseignant échouer, parfois, bah, le sac de grains, il va tomber, on va pas réussir et ça donne aussi j'imagine, face aux enfants, cette légitimité à, bah, oui, on y arrive, parfois on échoue, parfois on continue, cet apprentissage et on va y arriver. Donc ça replace peut-être aussi un peu, dans une forme d'égalité, enfin quelque part d'égalité aussi à certains endroits et que l'enseignant est bien évidemment la personne qui va transmettre les connaissances, mais qui reste un humain et qui a lui aussi bah, fait tomber son sac de grains comme d'autres, quoi, comme d'autres enfants. Eh oui, tout à fait. Puis, du coup, ça vient vraiment leur enseigner la persévérance et ils voient que, OK, on rate et pour autant, on n'est pas en train de se rouler par terre et trouver ça horrible. On rate, OK, bah, on va recommencer. On n'a pas réussi pour l'instant, mais on va y arriver plus tard. Et c'est un bel enseignement, effectivement, pour les enfants. Puis ça fait du bien de se mettre soi-même en situation de difficulté d'apprentissage parce que des fois on oublie un petit peu que c'est pas si facile pour les enfants d'apprendre parce que voilà, enfin, moi je suis en maternelle donc c'est sûr que les activités que je leur propose elles sont quand même accessibles pour moi et que des fois quand ils sont confrontés à une difficulté c'est pas forcément évident pour moi de comprendre vraiment ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Alors que quand nous-mêmes adultes, on est confrontés à une difficulté devant une activité comme ça qui paraît toute bête, on dit ah oui, effectivement, je comprends mieux la frustration qu'il peut ressentir dans ces moments-là. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Quand tu as fait tomber le sac de grains 3 fois et que tu te dis: «Mais pourquoi je n'y arrive pas?» alors qu'il y a aucune raison que je n'y arrive pas, c'est vrai que tu te mets un peu à leur place aussi et Ouais. ça amène une autre posture, c'est vrai, c'est juste. Mm, Merci de le préciser aussi parce que je trouve que c'est intéressant de le garder dans un coin de notre tête. mm. Moi, je voulais te demander aussi, pour les enseignants ou les parents qui auraient envie de se mettre, en mouvement, quels conseils tu pourrais leur donner, au travers, bah, du coup, de ton expérience? Comment ouais, quels conseils tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour, ceux qui seraient un peu hésitants, qui auraient envie et qui, en même temps, auraient besoin d'un petit coup qu'on leur tende un peu la main sur, «On peut y arriver, on peut se lancer» ou voilà. En fait, il y a déjà juste l'idée de prendre conscience que ce mouvement est important parce que on a quand même des vies qui sont de plus en plus sédentaires et hyper chargées. On a, voilà, le matin, on prépare les enfants, ils vont à l'école, on va travailler, on s'assoit derrière notre ordinateur, on travaille toute la journée, on va chercher les enfants à l'école, on rentre, on fait les devoirs, on donne le bain, on lit l'histoire, on se couche. Et en fait, à quel moment dans la journée vraiment on a bougé? À quel moment on a rempli ce besoin physiologique qui est aussi important que de boire ou manger? Donc déjà, juste le fait de prendre conscience de ça. Ah oui, attends, ce mouvement, en fait, il est important dans ma vie. Et si j'étais là libre dans la nature et que j'avais pas besoin d'aller travailler, j'aurais sûrement envie d'aller faire une balade en forêt ou aller au bord de mer où ça fait du bien. On le voit quand on va dans la nature à quel point c'est ressourçant. Et une fois qu'on a déjà pris conscience de ça, comment on va pouvoir ajouter du mouvement dans son quotidien qui soit compatible avec nos vies bien remplies. Donc ça peut être, je sais pas, se garer un petit peu plus loin et du coup marcher davantage pour aller à son travail. Ça peut être aller à vélo à l'école si c'est possible. Enfin, changer un petit peu des routines qu'on a par facilité, par habitude et peut-être par juste on n'y pense pas, on n'a pas pris le temps de se poser et de réfléchir à tout ça. Donc déjà, ça, c'est des petits mouvements qu'on peut faire naturellement. Et puis après, bah, si on a la curiosité justement de partager avec nos enfants des jeux,
bah, tu vois, avec une musique, on peut inventer des petites activités rythmiques. Il y a des petites activités toutes bêtes qui consistent à faire passer le sac d'un côté à l'autre, enfin d'une main à l'autre, sur un rythme bien donné. Déjà ça, voilà, c'est tout simple. On peut, si on n'a pas de sac de grains, on peut utiliser une paire de chaussettes en boule. Hop, ça va très bien. Il y a des jeux avec des ballons. Enfin, les enfants, ils peuvent aussi être hyper créatifs pour nous accompagner là-dedans. Et souvent, comme eux, ils sont demandeurs de ça, ça peut être nos moteurs aussi pour nous remettre en mouvement. Je sais que moi, des fois, mes enfants, voilà, quand pendant des semaines, on n'a pas fait d'activité avec les jeux de grains ou quoi, bah, c'est eux qui vont me solliciter, dire bah maman, ça fait longtemps, on pourrait refaire, remettre la musique, tu sais, avec le monsieur qui a la voix grave, puis hop, du coup, on remet la musique et on partage ce petit jeu ensemble. C'est aussi retrouver son âme d'enfant, enfin, se proposer peut-être au travers de ça. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, tu en as fait l'expérience et je crois qu'il faut en faire l'expérience pour se rendre compte de ce que ça peut apporter aussi. Mais ça permet de retrouver ce côté ludique où ça paraît un peu bizarre de se balancer des sacs de grains d'une main à l'autre ou de les passer, dessiner la robe de la sorcière. Enfin voilà, mais finalement, on y prend aussi plaisir en tant qu'adulte et à retrouver ce côté ludique et justement un peu sorti de notre quotidien de parents, d'adultes, avec plein d'injonctions, de contraintes dans nos Mm. vies. C'est pas... Oui, puis surtout dans ces activités, il y a des petits challenges aussi parce que ça a l'air tout simple quand tu regardes la vidéo, mais quand tu le fais toi, ouais, en fait, c'est pas si simple. Et c'est sympa aussi de se challenger comme ça, d'arriver à de galérer et puis ensuite de fêter ta victoire, quoi, ton succès une fois que tu y arrives. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Des fois, il y a des jeux qu'on partage avec nos enfants et on peut s'ennuyer au cours de ces jeux-là parce que c'est un peu trop facile pour nous. Et là, tu vois, on le disait tout à l'heure, un petit peu, justement, ça remet un peu sur un même pied d'égalité. Puis les enfants, peut-être qu'ils vont réussir à faire des choses avant nous. Et ça, c'est hyper valorisant pour eux aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est très juste. Moi, c'est vrai que je vais répéter ce que j'ai dit juste avant, mais ça donne vraiment envie, ton énergie, ton enthousiasme donne envie d'aller chercher des sacs de grains, d'aller écouter cette voix grave qui est proposée dans le livre, effectivement, en anglais, mais aussi en français avec des petits tutos de mouvement parce que on ne sait pas forcément comment faire. Et on a envie de se mettre là dans ta grande salle derrière et de faire plein de jeux de sacs de grains avec toi. Donc, j'imagine que tu embarqueras encore plein d'élèves et peut-être même de collègues dans cette aventure. C'est hyper sympa. Euh, Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et d'avoir pris ce temps pour nous le partager vraiment avec ton expérience à toi d'enseignant, de professeur des écoles et puis dans ton association, enfin, dans l'association dans laquelle tu œuvres. J'imagine que ça fait partie aussi des Tout à outils que fait. tu utilises. Donc, on est hyper content que tu nous aies partagé tout ça. On espère que ça donnera envie au plus grand nombre d'aller expérimenter et de secouer un peu la boule à neige dans la classe en pensant à toi et à tes conseils et à ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu aurais envie de nous proposer, de nous partager sur Je bouge donc j'apprends? Ou tu Ben, as un peu fait le tour moi, je là? pense que l'émotion vraiment de l'apprentissage, c'est la joie. Et le fait de ramener de la joie dans les apprentissages, dans la classe, dans l'école, ça fait du bien à tout le monde, tu vois, à la fois au niveau enseignant, puis à la fois au niveau des élèves. Donc là, cette approche ludique, cette approche au travers de petites chansonnettes, cette approche au niveau du mouvement, elle remplit ça justement. Tu vois les sourires des enfants quand tu proposes ces activités-là. Donc voilà, remettons de la joie au cœur des apprentissages. Merci beaucoup pour cette très belle proposition de mettre de la joie, de terminer sur ça, sur la joie qu'on peut mettre et la joie d'apprendre aussi, parce que c'est vrai que pour certains, c'est pas facile d'aller en classe, pour certains enseignants, c'est pas facile non plus. Donc, la joie au cœur des apprentissages, c'est parfait. Merci, merci pour cette proposition. On va garder ça précieusement dans notre tête pour peut-être toute la journée et pour la suite des apprentissages. Merci en tout cas beaucoup, Mélodie, d'avoir accepté de nous partager ton ressenti,
ton expérience, ton expertise aussi autour de ce livre et on est vraiment très content qu'il t'ait plu et qu'il ait permis de faire entrer, d'une autre manière en tout cas, entrer la joie dans ta classe et avec les enfants que tu accompagnes. Donc, un grand, grand merci pour ce temps que tu nous as accordé, pour tes réponses précieuses et pour cette joie que tu diffuses aussi au travers de ton association et de ta classe. Merci beaucoup, c'est très sympa. On a adoré. Avec plaisir, hein. Merci à vous, hein, la maison d'édition, de nous mettre à disposition ces ressources primordiales, justement, pour nous accompagner. Merci Mélodie, bonne journée à tous et puis n'hésitez pas à poser vos questions à Mélodie, à moi et on a hâte de vous partager encore plein de belles propositions comme celle que Mélodie a pris le temps de faire avec nous aujourd'hui. À bientôt, merci.